Plaisir de te retrouver. Moi aussi, alors j'ai donc, lu ton CV. Oh, pas grand-chose. Non, si ce n'est que tu détiens le secret à travers le concept, Cum Vado Symbiocratie. Exactement. Bien C'est extra prononcé, c'est incroyable. Bravo. et ça, c'est quelque chose de magique puisque chacun a un bout du monde différent. Oui. Nous avons mis le doigt et donc créé ce néologisme qu'est la symbiocratie, Ah, c'est incroyable quand même. hein? Alors moi, ça s'est mis en place du fait que, comme je t'avais raconté, la dernière fois, et c'était à cause de l'histoire de mon pays, Oui, absolument. en cause, en causalité, en relation, en tout ceci, avec, cette histoire de gouvernance, de nouveaux modèles de gouvernance et cetera, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, l'Océanie, le Pacifique. Et les rapports de force exactement avec les grands pays, les grandes nations. Et on nous disait, à nous les jeunes de l'Océanie, les jeunes de mon pays, les anciens, les hommes politiques, tout le monde, il y avait un gros blabla qui disait, bon, bah, c'est à vous d'imaginer de nouvelles choses, de nouvelles formules, etc. Et à ces époques-là, j'avais la vingtaine, entre la vingtaine et bientôt la trentaine. Et donc, je faisais partie de groupes de collectifs de réflexion, ce genre de choses, tu vois. Et moi, dans mon petit coin, bon, comme j'écris, donc bon, évidemment, hein, on écrit, on pense, on réfléchit dans tous les sens, dans tous les coins. Et c'est comme ça, petit à petit, très concrètement, c'était un gros capharnaüm au début, tu vois. Quand on est toujours dans la pensée, dans l'émotion des choses, on est toujours très, très, très. Il y a beaucoup trop de densité, de volume. Donc, il faut, comme le sculpteur, taper au fur et à mesure la pierre ou le morceau de bois ouais, pour dégrossir. Alors, il y avait moi j'ai une question quand même parce que nous sommes dans un monde hyper matérialiste qui est en train de basculer. Être poète, écrivain, concepteur d'imaginaire, hein, comment tu vis ça et comment les gens te regardent? Tu es un oiseau rare. Alors, je fais partie de cette génération. Moi, je suis né dans les années 70, hein, 74 en particulier, sincère, précisément. On est la petite génération un peu, entre guillemets, qui avons commencé à toucher, je pense que vous avez touché avant nous, à l'ordinateur, mais avec le crayon optique. Et en Nouvelle-Calédonie, il y avait, une direction politique qui avait été donnée à partir de la France et de l'éducation nationale, qui avait fait le choix, à partir des expérimentations, d'ordinateurs WBM, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, les premiers ordinateurs qui ont été mis sur le marché par les États-Unis, par les Américains. Et ils avaient voulu faire une sorte de grande, de chercher des cobayes de par le monde un peu pour, faire l'expérimentation dans les écoles. Alors la Nouvelle-Calédonie a été désignée dans l'Océanie Pacifique. Je crois qu'il y avait aussi Tahiti, où il y avait des collèges et des lycées qui avaient été pris comme, modèles d'expérimentation à grande échelle. À l'époque, j'étais au collège Georges Bodoux en Nouvelle-Calédonie, et donc mon collège a été, choisi comme faisant partie de ces collèges et lycées qui allaient expérimenter donc, l'ordinateur à l'école. Et ça, c'est entre 1987-88, voilà, les années 87-88, 89. Ben, on nous a annoncé ça un matin dans la cour d'école, le proviseur, le directeur, les professeurs et tout sont venus, nous ont tous rassemblés un matin, les élèves, en nous disant: vous allez faire partie d'un programme, spécial, donc soyez contents parce que vous avez été choisis pour, participer à une étude sur, les ordinateurs et cetera. Alors nous, les élèves, on était un peu étonnés, tout ça et tout, puis en même temps curieux de faire la rencontre de l'ordinateur. C'est ce qui s'est passé. Les mercredis après-midi, on avait, le professeur de CDI, le professeur est à la salle CDI, donc avec, et la première fois donc de l'utilisation du grand écran, des claviers et du crayon optique. Alors ça a été voilà la grande découverte, pour tous les élèves et puis pour le professeur lui-même, même le proviseur, le directeur venaient nous voir parce qu'ils étaient tellement totalement démunis, ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était que cet outil. Donc c'était très drôle et puis, et
c'est un peu cette génération-là où nous, on est un peu embarqués dans l'ère, aujourd'hui qui n'a plus rien à voir, hein, mais qui était au tout début dans les années 80, fin 80, début 90, la nouvelle ère moderne, en tout cas des technologies, hein, du moins de l'ordinateur, où on nous a mis le pied dedans en nous disant: «Voilà, c'est votre futur, vous allez désormais faire partie de cette génération qui allait travailler avec l'ordinateur», ce qui n'a pas été le cas pour nous qui sommes professeurs, directeurs et cetera. Vous avez cette chance et tout ça. Bon, on savait pas ce que c'était que cette chance encore et on a commencé à utiliser ça. Moi, dans ce créneau-là de voilà, d'histoire, hein, au niveau des ordinateurs, l'histoire très chaotique, turbulente de la Nouvelle-Calédonie par rapport à son histoire, voilà, très, 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 difficile, hein, avec la France, que beaucoup connaissent, d'autres ne connaissent qu'on connaissent moins, sur le plan, politique, social, institutionnel. J'ai fait partie d'une génération qui avions, nous, un état d'esprit un peu très, très déjà un peu libre, libéré à ce moment donné-là, alors que les conflits étaient, de plus en plus forts sur le terrain, en Nouvelle-Calédonie dans les années 80 et 90. On était en même temps happés par la violence qui se passait sur le terrain, une violence culturelle, sociale, communautaire, et cetera. Mais on était encore jeunes, donc on voyait très bien les choses se passer et j'ai grandi dans ça, dans ce foisonnement-là, dans cette force-là, dans cette dérure en même temps, sociale, communautaire, humaine et à la fois avec, tout un background qui vient cette fois du côté culturel, puisque j'ai grandi avec, comme tout le monde, avec les papas, les mamans, les grands-mères, les grands-pères, mais en Océanie, le volume est différent. Les grands-mères, plusieurs grands-mères, grands-pères, tontons, c'est très grand, les familles océaniennes et donc j'ai grandi avec plusieurs grands-mères, papa, mémé, tout ça, tantine, tata et tout et il y a une manière chez nous, en tout cas, j'en parle comme ça de manière très légère parce que c'est des choses assez, profondes en Océanie, en Mélanésie, comme en Polynésie et on a un transfert, une transmission de savoir et de connaissances qui se font à un moment donné de la vie des enfants, qui font partie de l'ensemble d'un contenu culturel, traditionnel, entre guillemets, profond, ancestral et donc on reçoit des choses comme ça, qui appartiennent à une histoire spécifique et cetera et cetera. C'est la Donc tradition c'est la la tradition tradition orale. la tradition orale, tout à fait. Donc j'ai aussi vécu dans ça, grandi dans ça, dans ce foyer-là, dans voilà, dans cette parole et en même temps, en étant au collège avec, déjà le lien direct avec l'ordinateur. On était un peu dans ces 2 là, ce basculement-là Oui, et ça fait un peu un grand écart hein, entre la tradition orale, familiale et subitement, l'écran de l'ordinateur. totalement, totalement. Quand je rentrais, je me souviens encore, quand je rentrais chez moi et j'en parlais à ma mère ou mes grands-pères ou mes grands-mères, je parlais de quelque chose qu'ils ne maîtrisaient enfin, qu'ils ne connaissaient pas du tout. Mais le seul cadre écran qu'ils pouvaient me dire: «Ah oui, d'accord, ça ressemble à ça», c'était le cadre de la télévision. Parce que je leur disais: «C'était comme la télé», donc c'était la seule chose qui pouvait voilà, se comprendre pour eux, en tout cas. La trajectoire de mon pays étant très, très, très conflictuelle, la parole ancestrale, en tout cas la parole des anciens, est une parole qui donne une base, entre guillemets, «de sérénité». Donc c'est ce qui m'a permis quelque part d'avoir une assise, heu, où je peux me poser et puis me projeter parce que la parole est une parole, de sagesse, d'humilité, de respect, de relations, de liens, de tissage de relations, de tissage d'alliances entre les êtres humains. Donc c'est une parole qui est très profondément ancrée dans l'humain et en même temps, en rapport avec les éléments extérieurs, c'est-à-dire avec l'environnement familier direct, mais aussi également avec, des histoires qui sont des contes pour la plupart, des légendes, des mythes qui nous rattachent à la mer, à l'océan, à l'eau, aux constellations, aux étoiles et cetera. Donc ce sont tous ces paramètres entre guillemets, de 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 phénomènes dans ma vie d'enfant qui vont créer, voilà, qui vont dans mon imagination comme ça d'enfant, créer énormément de choses en fait. Oui, Et c'est un enrichissement, assez extraordinaire que beaucoup de civilisations ont perdu. Et oui. puis je pense que je sais pas comment tu le ressens, mais ça a dû nourrir tes racines.
Alors là, à cet endroit, j'ai pas vraiment, mesuré. J'ai pas mesuré à ce moment donné-là, la valeur, en effet, Oui, je de pense ce que que je quand on recevais. je pense qu'effectivement quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la Pas richesse. du tout, pas du tout. Je me rendais pas du tout compte de ça. Par contre, j'étais un jeune qui était toujours très attentif à tout ce que les anciens me disaient, heu, toutes les paroles voilà, qu'on me disait par rapport à des choses précises, par rapport à des événements et cetera. J'avais toujours voilà, je sais pas, l'attention, la capacité d'écouter parce que c'était pas le cas de tous mes autres cousins qui, en étaient toujours à courir après le ballon ou bien, aller se baigner à la rivière, à la mer. Et j'étais un peu comme ça, un peu à toujours suivre les anciens, à les écouter, et j'en ai pas mal emmagasiné à partir des anciens. Pendant que mes cousins tapaient dans le ballon, montaient aux arbres et jouaient et cetera, j'étais pour la plupart du temps à, être à côté de mon grand-père, à lui donner un coup de main parce qu'il voulait rouler sa pipe ou couper son tabac, ou bien, à boire le thé avec des anciens, ou bien, qui me donnaient de la monnaie pour aller faire leurs courses, aller acheter leur bouteille de vin ou des choses comme ça, tu vois? Donc, une fois que l'ancien se met à boire, il se met à parler, bien évidemment. Donc et moi, j'étais un panier à recevoir, les paroles, et donc c'était un peu mon enfance, c'était ça. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'avoir une sorte de canal, un canal comme ça dans la turbulence de mon pays, la turbulence sociale, la turbulence, la violence politique, la douleur, la souffrance politique de mon pays. Est-ce qu'on peut dire que, tu étais un peu le récepteur de tous ces contes et légendes? On t'a transmis, comme on transmet la flamme, en fait, pour pouvoir faire perdurer, toutes ces coutumes et toute cette histoire? Je vais dans ton sens parce que les anciens sont très futés. Ils ont l'œil, affûté, l'esprit affûté, et très tôt, ils voient dans les enfants à ceux à qui il faut transmettre et à ceux à qui il faut pas transmettre. Donc ça veut dire que eux sont porteurs non seulement de toutes ces contes, mythes et légendes, mais en même temps, ils sont transmetteurs. Ils possèdent en eux cette, volonté, ce besoin de transmettre pour que, surtout, les racines ne soient jamais coupées. Je pense aussi que le rapport, l'histoire conflictuelle, les a poussés également à le faire, Oui, du fait que beaucoup d'anciens, disparaissaient avec leurs propres histoires, n'ayant pas d'enfants à qui transmettre, parce que ces anciens n'avaient pas eux-mêmes d'enfants, du fait que dans l'histoire violente de la Nouvelle-Calédonie, de nombreuses familles ont été enfermées dans des réserves, ce qu'on appelle des réserves, comme les réserves indiennes aux absolument, États-Unis, oui. et également, chez nos frères, de Guyane et au Canada. Donc les réserves ont été créées, et du coup, comme ces familles, ces clans ont été enfermés dans ces réserves, le système avait coupé les ponts avec le système de mariage traditionnel qu'on avait chez nous, d'alliance. Donc du coup, il y a eu énormément d'hommes qui n'ont pas pu, heu, voilà, Oui. générer des descendances. Est-ce que tu penses que ça a été fait volontairement pour faire disparaître votre civilisation? Oui, ça a été écrit noir sur blanc, ça a été dans ce sens-là. En tout cas, c'était fait pour nous faire disparaître. On a eu, la chance miraculeuse, hein, d'avoir un pasteur, chercheur, ethnologue, qui est venu en Nouvelle-Calédonie, monsieur Maurice Leenhardt, heu et qui, par son travail, a permis de, sauver, vraiment de sauver mon peuple, le peuple kanak, sans quoi on aurait été, totalement anéanti, supprimé, quelque part. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu transmets tout ce que tu as reçu et tu éveilles donc un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des Kanaks, justement à toutes ces histoires et à toutes ces traditions qui permettent aux gens de prendre conscience de notre planète et de l'humanité?
Je pense sincèrement, Didier, que la parole des anciens est une parole, scientifique et cette parole scientifique, elle est d'un réalisme, que je perçois encore aujourd'hui, extraordinaire, d'une efficacité, d'une, précision, heu, qui va même au-delà de l'écriture. En quoi tu pourrais nous donner des exemples de ce réalisme et de cette efficacité de cette parole que tu définis comme étant, scientifique? Par exemple, ce que j'ai reçu comme quand j'étais enfant, par exemple, sur, l'éducation, on appelle l'éducation à l'enfant. D'autres disent c'est de l'initiation. Les enfants sont initiés très tôt par les sages ou les anciens du village ou de la tribu. Heu, Ce que j'ai reçu en tout cas de mes anciens, que je n'ai pas retrouvé jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, hein, heu, en étant allé à l'école primaire, puis à l'école, au collège, et c'est au collège que j'ai eu un choc de culture violent où j'ai décidé d'arrêter. J'imagine, oui, il y J'ai avait un grand écart. un grand écart, oui. Mmh. J'ai décidé d'arrêter mon cursus scolaire et rentrer dans la vie active, et la transmission des anciens, elle a cette puissance, cette efficacité et cette science qui est, quand elle est transmise à l'enfant, il n'y a pas que la parole qui est transmise, il y a tout autour comment dire ça? Il y a, Une émotion, un sentiment, une vibration? c'est pas de l'ordre de la vibration ou du sentiment, c'est à la fois très concret et très, très, très complexe. C'est-à-dire que tous les éléments, bien évidemment, qui sont autour, les choses qui existent, c'est-à-dire aussi bien la plante, la libellule, l'oiseau, le ver de terre, et cetera, sont tous dépositaires d'une parole, d'une pensée, d'une philosophie, que l'ancien nous transmet, et à partir de ce moment donné-là, dès que ma grand-mère, par exemple, me raconte, l'histoire, du ver de terre, l'histoire de telle guêpe, une guêpe jaune, la guêpe rouge, la guêpe orange, la libellule bleue, verte, la libellule bleue ou jaune plutôt, ou orange, le papillon bleu, le papillon, jaune. Chacun voilà, dans tout, l'environnement de la maison de ma grand-mère devient une histoire vivante, et quand on est enfant, c'est assez extraordinaire parce que, j'avais pas besoin d'aller voir un dessin animé ou quoi que ce soit parce que la vie était tout autour de moi, dans ce que ma grand-mère me transmettait à travers les personnages quelque part qui étaient, ces êtres-là qui sont des êtres pour, ma grand-mère, qui sont des êtres habités par une mémoire, par une histoire, qui est antérieure à la vie humaine, et l'histoire qui m'est contée, c'est le rapport que je dois avoir moi, être humain, moi qui suis un homme avec un cœur, avec, une tête, avec une pensée, avec un imaginaire, mais également avec des pieds et des bras, qui puis me déplacer et qui suis en capacité de parler avec d'autres êtres humains, et qui doit comprendre le langage du papillon, du ver de terre, de la libellule, du lézard, de l'anguille, parce que ces êtres-là ont besoin de communiquer avec moi pour que je puisse, moi, communiquer avec les hommes. C'est de Oui, je comprends donc parfaitement ce C'est besoin de réalité. l'enfant, l'éducation, voilà, l'éducation des anciens était à cet endroit, ce qui n'était pas à l'école, et je décris ça, ces images-là, pour comprendre la complexité de l'éducation, entre guillemets, de l'initiation et de l'éducation transmise des anciens, et en quoi c'est une science. C'est la manière, la façon dont comment, cette science est transmise. J'ai eu la chance de recevoir cette science, ce qui n'est pas le cas de mes neveux et de mes nièces aujourd'hui, et je peux dire que c'est une science du fait que quand j'ai grandi, quand je suis arrivé à l'adolescence, je suis rentré en conflit avec moi-même parce que je comprenais pas la vie, le monde moderne dans lequel je vivais, et je comprenais pas que ce monde moderne ne soit pas en harmonie avec celui de mes anciens. En fait, tu es sorti de la réalité pour rentrer dans la matrice, si j'ose dire. Exactement, exactement, c'est exactement ça, et là, je me suis trouvé en conflit, en fait, un conflit intérieur où,
j'ai commencé à perdre pied en me disant: «Mais alors, le monde moderne, c'est ça et le monde des anciens, c'est ça, d'après ce qu'on nous dit, d'après ce que la télévision nous dit, d'après ce que les livres nous disent». Alors que ce que j'ai reçu de mes grands-pères et de mes grands-mères, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce qu'on essaie de me faire comprendre dans le monde dans lequel je vis, parce que j'ai reçu cette transmission et cette transmission est plus riche que tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et là, j'étais en défaillance, j'étais en voilà, en fragilité et j'ai vécu dans cette fragilité entre mes 13-14 ans jusqu'au moins mes 17 ans, où j'ai vécu cette, Adaptation? je dis pas adaptation parce que ça a été quelque chose d'assez transcendant, en fait. J'étais dans une forme de transcendance parce qu'il a fallu que j'aille chercher au fond de moi-même les réponses que mes anciens ne pouvaient pas m'apporter, mais ils m'avaient donné des outils, mais sans me donner les réponses parce que je vivais dans un monde moderne et qu'il fallait que je me débrouille avec les outils qui m'ont été donnés et avec le monde moderne dans lequel je vis où les réponses n'existent pas à ces outils. Il a fallu que je cherche à me débrouiller, à me trouver une place pour pouvoir, déjà me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Donc c'était un peu ça mon adolescence, jusqu'à mes 17 ans. J'ai finalement réussi grâce à cette parole qui m'a permis de rester, assis, la parole de sagesse, qui est la parole du lien humain, du lien social, cette parole, océanienne, de l'Océanie, du Pacifique, cette parole ancestrale qui rattache toujours les êtres humains entre eux, même quand on est dans le conflit, dans la difficulté. Donc de toujours rechercher toujours le lien avec l'autre. Et ça m'a permis de maintenir, un espace de respiration, de sortir la tête de l'eau de temps en temps, grâce à ma famille, bien évidemment, à ma famille la première et à mes proches et puis les amis, bien évidemment, après. Mais la famille est très importante à ce moment donné-là et les amis. Et ça a été pour moi un passage, riche parce que la science des anciens qui est transmise à travers la connexion avec les choses, quand j'avais un problème de communication avec les êtres humains, le moment où j'ai besoin de communiquer et que je n'arrive pas à communiquer avec les humains, eh ben, j'avais besoin de communiquer avec l'oiseau, avec l'arbre, avec le ver de terre, le papillon, et cetera. Et c'est en ça où je me dis: «C'est une science» parce que ça m'a permis d'évoluer au niveau, émotionnel, sentimental, au niveau humain, d'évoluer dans un rapport humain qui soit, c'est-à-dire désinvesti de toute, la quête qu'on a quand on est en problème avec un être humain ou quelqu'un d'autre. On va chercher des crises, on va chercher des problèmes à se créer entre nous. Heu, Moi, à cet endroit, j'avais un autre espace où je pouvais communiquer, où l'énergie passait à autre chose. Est-ce que ce serait pas aussi une forme de philosophie? Ben, je pense que oui, parce que, quand on sait très bien la philosophie, de quoi elle traite, de comment les Oui, oui, je pense que c'est une philosophie, mais encore plus qu'une philosophie. La philosophie ne suffit pas. La philosophie nous permet uniquement d'avoir un rapport analytique, de réflexion, tandis que ce qui est transmis là, c'est la vie même qui est transmise. C'est-à-dire que le rapport que j'ai, ce n'est pas un rapport philosophique avec l'arbre, avec la plante, c'est un rapport de vie direct qui c'est se une transcende, qui se permute dans une relation de compréhension mutuelle, c'est une relation avec la vie, une relation avec la vie, exactement. au sens pur du terme. Au sens pur du terme, parce qu'il y a ici, dans la ça c'est aussi très propre à la Mélanésie. Les anciens, avaient, bien sûr le rapport à la nature, tous les peuples l'ont. Chacun l'a défini, l'a vécu, l'a expérimenté à sa façon. En Mélanésie, les anciens l'ont expérimenté d'une manière où le langage entre guillemets, «télépathique», qui est propre à beaucoup de peuples qui ont été que ce langage a disparu de la planète, hein, mais beaucoup de peuples avaient cette connexion-là, cette connexion télépathique avec les choses Mmh. de la vie, avec les éléments, était omniprésente, très forte, omniprésente et très forte dans le langage de communication, qui est un langage de communication, à la fois
sensorielle, sensible, très sensible. Heu, voilà, quelque chose qui a à voir avec non pas, l'intellect, pas avec le cœur, pas avec l'esprit, mais qui a à voir avec un autre langage que l'être humain a perdu, que tous les êtres humains nous avons perdu, heu, du fait, de réfléchir, de penser. Ce langage est un langage qui les anciens disaient: «La terre parle», Mmh. Oui, tout à fait. l'air parle, le vide parle, l'air, le vide, le On et on rejoint ça d'ailleurs, les physiciens savent que le vide est rempli de vibrations. exactement. Oui. Oui, et c'est très juste parce que, les anciens, selon la manière dont ils le disaient, pour eux, il y a c'est assez marrant, chaque espace vide, contient un état d'esprit spécifique, et de ce fait, en tant que corps humain, en tant qu'individu, quand tu te déplaces dans l'espace, heu, d'un espace à un autre, tu viens bousculer ou tu viens interpénétrer un champ d'espace magnétique qui est, lui, habité d'un langage spécifique. Ils vivaient de cette façon. Et ça, c'est ce que les anciens t'enseignaient? C'est des choses que j'ai reçues comme enseignement parce que, par exemple, je sors de ma maison. Je vais donner des images très simples pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, je sors de ma maison est dans un champ magnétique spécifique. Dès que je sors de ma maison jusqu'à, un autre endroit où il y a un tronc d'arbre ou un rocher, où toute cette superficie a été, entre guillemets «cadrée» par une parole qui est une parole transmise, qui est habitée par, des insectes, des fourmis, tout ça et tout ça. Et ce champ-là devient magnétique. Et le fait que je sorte de ma maison et que je pénètre cet autre champ magnétique, mon corps évolue et se transforme également. Et de champ magnétique en champ magnétique, mon corps transmute de champ magnétique en champ magnétique. Et ces histoires nous sont transmises par rapport à un modèle de communication qui est une communication à partir des champs magnétiques de l'espace. Et c'est assez extraordinaire. Oui, c'est ce que certains physiciens appellent juste les champs vibratoires, Exactement, quand, ils expriment ça notamment, dans la physique quantique. et dans la C'est-à-dire physique quantique, exactement. en fonction des contextes dans lesquels nous sommes dans des champs vibratoires différents, mais aussi notre état d'esprit, nos pensées, si elles sont positives ou négatives, font que, comme tu le dis très bien et comme te l'ont enseigné les anciens, eh bien, nous allons bousculer ces champs vibratoires en fonction aussi de notre, niveau de pensée et de notre état vibratoire. Exactement, et c'est pour ça que les histoires sont transmises justement pour être en équilibre avec les champs vibratoires. Parce que l'humain, c'est le seul individu qui traverse ces champs vibratoires. Et s'il n'a pas la connaissance, le savoir sur les champs vibratoires, il fait que bousculer et donc tout déranger. Donc il faut avoir la connaissance dès l'enfance pour pouvoir grandir dans l'équilibre et traverser les champs vibratoires et non pas les déséquilibrer, mais s'enrichir des champs vibratoires. C'est ça la connaissance, le savoir des anciens sur les champs vibratoires. Ça doit être assez extraordinaire avec du recul, parce que je comprends parfaitement quand on est enfant et qu'on reçoit toute cette information. C'est un monde magique, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de voir une bande dessinée ou un dessin animé, Oui, parce qu'en fait, on reçoit toute cette information, ça nourrit notre compréhension du monde, notre connaissance du monde, et en même temps, ça nourrit notre potentiel créatif, notre capacité à rêver et à imaginer. tout à fait. Par exemple, quand je disais que je passe d'un endroit à un autre, très concrètement, c'est-à-dire que quand je sortais de chez moi de la maison, il y a un endroit où il y a une colline, et cette colline-là, c'était la colline qui appartenait à un esprit spécifique, et qu'on m'avait toujours appris enfant de ne jamais pénétrer le champ magnétique de cet espace à partir de telle heure à telle heure, pour les enfants, parce que le champ magnétique devenait trop fort. Et donc nous, en tant qu'enfants, donc on nous racontait des histoires pour nous faire peur, pour ne pas qu'on approche cet endroit. Donc on va nous raconter des histoires pour que les enfants n'approchent pas. Or moi, j'étais un peu, par moments, un peu, voilà, aventureux, et un jour, sans par mégarde, sans faire attention, je me suis mis à courir après une poule. Parce que la poule était avec ses poussins, et donc je la poursuivais partout, et
et la poule, courait avec ses enfants et ses poussins, et donc je voulais en attraper un et j'arrivais pas à l'attraper, et la poule se dirige vers cet endroit et elle rentre dans cet endroit, et moi, enfant, je lui cours après, et c'est au moment où j'arrive et je monte le petit sentier qui va vers cet endroit spécifique. J'avais, 7 ans, 8 ans, entre mes 7 ans et mes 8 ans, et à un moment donné, je sens quelque chose que je ne connais pas, mais quelque chose, mais d'une puissance incroyable, et qui m'empêche d'avancer, et je vois la poule et je veux m'approcher de la poule pour prendre le et la poule, elle s'est arrêtée avec, ses poussins dans un coin comme ça, et elle avait ses poussins, et je savais qu'elle est là, que je peux la saisir, mais quelque chose d'une énergie puissante, forte, m'empêchait d'avancer plus loin, et j'étais en train de regarder la poule, et à un moment donné, j'ai senti des frissons me remonter sur les mains comme ça, les bras, et j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que j'avais franchi l'espace où on nous interdisait aux enfants d'y aller parce que c'était un endroit où il ne fallait pas aller. Je me suis rendu compte que j'avais franchi cet espace et que j'étais déjà de l'autre côté, et que de l'autre côté, j'avais déjà dépassé d'à peu près 1 mètre, voire 2 mètres la frontière, et au moment où j'ai senti mes bras, se redresser, j'ai levé la tête, et on nous racontait, on nous disait: «Quand, vous allez là, ne regardez jamais vers cet endroit, regardez toujours de l'autre côté ou par terre, ne regardez pas ici parce que cette chose-là peut vous prendre l'esprit, ça peut vous prendre l'esprit et vous perdez la tête ou vous devenez fou, et cetera», et quand j'ai senti ça, je me suis rendu compte et je me suis retourné très vite et j'ai couru le plus vite possible que j'ai pu, et ça a été pour moi une épreuve, une expérience dans la vie en tant qu'enfant, où la parole des anciens a rejoint la connaissance et le Ouais. savoir de quelque chose de réel, où je me disais: «La parole des anciens n'est pas des mensonges, ce n'est pas pour nous faire peur, quoi que ce soit, elle est réelle, elle est vraie, Mmh. parce que je viens de la vivre», et ça, c'est ce qui m'a conforté dans mon enfance, et depuis ce jour, j'ai mon oreille a écouté la parole des anciens différemment. Ayant vécu l'expérience, j'ai vécu au fur et à mesure, en mes 7 ans jusqu'à mes 10 ans, en écoutant leurs paroles d'une manière totalement différente parce que je me suis rendu compte que ce qu'ils disent est vrai. En fait, tu as pris conscience de la réalité de cette parole. Oui, tout à fait. Est-ce qu'après tu t'es mis à regarder le monde justement avec toute cette connaissance qu'ils t'avaient transmise et que ça te permettait de comprendre le monde ou de le traduire, parce qu'il s'agit même plus d'une interprétation, avec cette parole des anciens, ce qui te permet d'avoir une compréhension différente? Eh bien, tu sais, Didier, j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai attendu mes 17 ans. J'ai eu une crise, d'adolescence assez incroyable à ce niveau-là, au niveau écologique, mais surtout spirituel. Et donc j'ai traversé mon adolescence comme ça, heureusement que j'avais des amis, des potes, heureusement que la musique m'a permis de m'occuper, heureusement que l'écriture a été là pour me sauver également, pour m'aider à faire autre chose avec mon esprit et ma pensée, sans quoi je pense que je n'aurais pas été là, bien évidemment, avec ça, et l'écriture est arrivée à ce moment-là. L'écriture, au moment où j'avais tout ce tout qui Oui. m'englobait, qui me noyait presque, heu, l'écriture est arrivée, comme comme une cascade, quoi. Quelque chose qui jaillit à un moment donné de ma vie sans que je m'y attends, et j'ai commencé à me mettre à écrire, par exemple, heu, entre mes 10 ans entre mes 10 ans et mes 14 ans, j'avais des carnets de bord un peu entre guillemets, hein, des petits carnets que je dans lesquels j'écrivais sans trop savoir pourquoi j'écrivais. Et entre mes 14 ans et mes 17 ans, là, j'avais des cahiers où vraiment, une sorte de journal intime, hein, où j'écrivais dedans exactement ce que je ressentais, ce que je vivais un peu avec des copains, et cetera. Et puis ça restait juste des petits carnets, de journal intime comme ça. Mais je pouvais pas m'empêcher d'écrire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte et tout le monde me disait la même remarque, me disait: «Mais qu'est-ce que tu as
à écrire? Qu'est-ce que tu as à graver? Qu'est-ce que tu as à écrire? Qu'est-ce que tu as à graver? Tout partout où j'allais, j'avais besoin de graver, d'écrire, de graver, de faire quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la forêt, j'écrivais sur les feuilles, sur les troncs d'arbres, et cetera, et cetera. À la maison, sur les bouts de carton. Et puis bon, j'ai jamais vraiment, posé la question: «Oui, arrête-toi, il y a quelque chose qui va pas». Non. Bon, les choses, on est jeunes, tout ça et tout, on continue à vivre. Et puis, j'ai créé un groupe de musique avec des amis, avec qui on a composé des musiques, on a écrit, et ça m'a permis de vivre, de respirer autrement. Mon imaginaire a fait autre chose, et je ne savais pas d'où venait cette énergie, en fait. Je ne savais pas d'où ça venait cette énergie d'écriture. Et puis à un moment donné, il m'est arrivé entre mes 17 ans et mes 18 ans, entre mes 16, 17, 18, ça a été une roue qui a tourné d'un coup comme ça. Je me suis retrouvé à écrire des papiers sur des papiers, et à jeter à écrire sans savoir ce que j'écrivais. Et j'écrivais comme ça, j'écrivais, je le mettais dans des classeurs, et puis je laissais là, et puis le lendemain, j'écrivais autre chose, sans jamais relire. Je relisais pas ce que j'écrivais. J'écrivais, je laissais là, et puis bouf, voilà, j'ai écrit. Et puis il m'est arrivé à un moment donné, entre, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est vers mes 18 ans. À 18 ans, entre mes 18 ans et mes 19 ans, par hasard, un matin, je me réveille et puis je cherche un papier parce que je dois aller faire des papiers administratifs à la mairie, permis, c'est pas un permis de conduire, mais un papier, pour le travail, quelque chose comme ça. Et puis je cherche dans mon classeur un papier, un document pour aller à la mairie, et en ouvrant ce classeur, je tombe sur mes écrits, et donc je prends le premier papier, je commence à lire ce que j'ai écrit, et ça me surprend ce que j'ai écrit, et du coup, je vois tous les papiers que j'ai écrits, et finalement, j'oublie d'aller à la mairie, pour le rendez-vous que j'avais. Tellement je suis surpris par tout ce nombre de papiers que j'avais écrits sans savoir de quoi je parlais, et ça me glace d'une telle manière que je ne sors pas de chez moi. Je reste enfermé dans ma chambre, et là, je passe à un autre niveau, un autre endroit de mon esprit, de ma pensée, de la conscience, prise de conscience que j'ai eue. Non seulement j'ai froid, j'ai peur parce que je me pose des questions, je m'interroge toute la journée comme ça jusqu'au soir et tout, je sors pas, on vient me chercher pour manger, je ne sors pas, je suis enfermé, et jusqu'à tard dans la nuit ou le matin où je me dis: «Mon gars, tu as un problème». Là, je me dis: «Ton gars, là, mon gars, là, tu as un problème». Il y a quelque chose qui va pas, ou il y a quelque chose qui va, ou je sais pas, mais il va falloir tirer ça au clair. Et quand tu dis: «Mon gars, tu as un problème», c'est par rapport au monde d'où tu viens ou au monde dans lequel tu vas? Et ben, justement, celle-là, c'est le grand point d'interrogation parce que je ne sais pas où je vais. C'était le gros point d'interrogation, heu, ayant vu tout ce que j'avais écrit et me rendant compte moi-même que j'avais l'impression que ce n'est pas moi qui l'avais écrit, pourtant je l'avais écrit. Je me suis dit: «Mon gars, tu as un problème, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce que tu viens d'écrire, qu'est-ce que ça veut dire?» Donc tu vas déjà clarifier ça, et après tu passeras à autre chose, mais là tu vas clarifier ça. Et je me suis posé cette question vers mes 18 ans, et je me suis dit: «Non, c'était trop tôt, j'ai pas osé, j'avais pas la force nécessaire pour pouvoir affronter ça». Donc j'ai tout refermé, j'ai tout remis dans une valise, dans une malle, j'ai fermé, et je me suis dit: «Allez, je vais travailler, je vais faire autre chose, je vais penser à autre chose parce que là, c'est pas possible». Donc j'ai fait exactement ça, je suis parti travailler. En commençant à travailler, et bah, je me suis rendu compte que quand je fais le travail qu'on me demande, et ben, à peine, 2-3 minutes après, j'ai, des textes qui me viennent dans la tête, et donc je peux pas travailler, donc je laisse mes outils, et donc je suis obligé de chercher un stylo, un bout de papier, et je note. Je note tout ce qui me passe par la tête. Je note, je note, je note, et je remets ça dans ma poche, et puis je me suis trouvé à faire ça, à travailler par moment, et puis à avoir les premières remarques du patron qui rentre, vers 14-16 heures l'après-midi, à dire: «Mais Denis, tu as pas avancé, depuis ce matin, tu es encore là».
je cherche à trouver des réponses et tout ça et donc heureusement, c'était un ami qui m'avait pris, embauché, mais là, je commençais à me dire, également, lui, il m'a dit: «Mais Denis, attends, je te donne du travail et puis tu fais pas ce que je te demande. Tu fais à moitié, tu as pas rempli tout ça». Et je dis: «Ouais, excuse-moi, je sais pas». J'osais pas lui dire et le gars, il est malin, c'est un ami. Un jour, il m'a pris en surprise. Il a fait exprès de partir avec sa voiture. En fait, il s'est garé quelque part, il est revenu. Il est revenu et puis il m'a surpris Dans tes dans le écritures? dans le Oui. oui, oui, il m'a surpris en train d'écrire, avec un bout de carton, avec un stylo et il est rentré dans la salle et il m'a vu travailler, enfin, il m'a vu écrire avec le bout de carton. Il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et ah bon, ben, alors là, tu me vois, je suis en train d'écrire, j'arrive pas. Quand je travaille, à un moment donné, il y a des trucs qui me viennent dans la tête, donc je suis obligé d'écrire. Je suis désolé, mais voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à avancer. Et là, il me dit: «Bon, tu sais, j'ai compris, donc là, je vais te payer, tout ça et tout, mais je pense que sincèrement, il va falloir que tu trouves un autre boulot parce que ça, c'est pas ton boulot. Tu peux pas bosser ici avec moi, mais approfondis ton truc là, mais c'est pas ici que tu vas bosser avec moi sur ça». Et là, vraiment, c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur l'écriture. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, «Il faut que je trouve une réponse à ça». Ma famille peut pas me répondre, j'ai personne de proche, je veux pas avoir un psy, c'est pas dans ma culture, et donc je vais faire confiance à la vie, je vais laisser faire les choses. Donc je vais aller parler aux arbres, je vais aller parler à l'eau, je vais parler à la pluie, au vent. Je vais parler à ceux que je connais parce que les humains, je peux pas leur parler de ça, donc je vais aller parler à ceux que mes grands-pères, mes anciens m'ont transmis. Et je suis reparti chez moi dans là où j'avais grandi et je suis parti pendant 3 ans à aller, parler avec eux et j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse à travers des rêves qu'ils m'ont transmis, à travers des sur mon chemin, des voilà, des choses qu'ils m'ont fait voir. Ils m'ont fait voir, Des sur le chemin synchronis des synchronicités? des choses qu'on pourrait dire synchronicité, des choses qui répondent exactement à l'endroit où tu poses ta question. Et ben, le lendemain, je vais, dans mon jardin, aller ramasser, cueillir des choses et puis, à un moment donné, je suis en train de cueillir quelque chose et la réponse me vient alors que je suis en train de cueillir, des framboises ou ramasser des choses et j'ai la réponse qui m'arrive. À la question que je me posais il y a déjà 1 an, il y a 3 ans, il y a 6 5 mois et la réponse qui m'est transmise à ce moment donné-là, répond à quelque chose que je dois faire dans le lieu où je suis. Et du coup, je vais, à l'endroit, l'information me vient et c'est là que j'ai repris conscience de tout le langage qui est transmis par les anciens sur la télépathie, le sens télépathique, sur le sens de relation avec les choses, la communion avec les choses et cetera. Et c'est là Oui, que j'ai repris contact. il y a un point très important, c'est que tu as dit, tout de suite là, c'est tu as lâché prise Ouais, et on t'avait dit, les anciens t'avaient expliqué combien la nature apporte de réponses, ouais, combien chaque élément de la nature contient des informations. complètement. Donc pour toi, lâcher prise et attendre que la nature te renvoie la réponse, c'était normal. Normal, essentiel. Et les réponses me sont venues uniquement comme ça. Les humains ne pouvaient pas m'apporter les réponses, en fait, c'est la nature qui me l'a apporté. Et la première réponse m'est venue de la nature, elle m'a tout transmis de cette façon. J'ai réceptionné, c'est assez étrange comme chose, voilà, comme ma façon de faire, mais bon, ça s'est passé de cette façon. Et quand je suis reparti après dans la vie, des hommes, heu, cette fois, j'ai rencontré les personnes qui m'ont, mis les choses pragmatiques, concrètes Oui, mais tu as rencontré les bonnes personnes. et les bonnes personnes, Donc directement. si les bonnes personnes se sont trouvées sur ton chemin, c'est que la nature les a mises sur ton chemin. Exactement, tu as tout compris, c'est exactement ce cheminement-là, ouais, exactement. Donc c'est vraiment cette dimension de lâcher prise. J'ai interviewé dernièrement Philippe Guillemant qui est un physicien, qui explique, mais lui avec ses termes, scientifiques de physicien, que quand il va se promener dans la nature, quand il a une question, quand il cherche une réponse à un problème, physique, mathématique ou autre, il va se promener pendant des heures, il rêve à autre chose, il pense à autre chose et la réponse lui vient. Donc Exact, lui le démontre par son approche d'ingénieur scientifique, du CNRS et toi, tu nous apportes exactement les mêmes explications, de ces réponses qui arrivent
par ce cadeau que tes ancêtres t'ont fait de comprendre la nature, d'écouter la nature et de laisser la nature t'apporter la réponse. Alors là, c'est vrai que le message qui a été dit, moi, qui m'a été transmis et puis que j'ai reçu de cette façon, c'est que si on perd ça, on perd tout, tout le tout le fil, heu, comment dire? Si tu perds ça, tu sors de la bibliothèque de l'humanité, si j'ose dire, Le maillon, dans lequel sont contenues toutes ces informations. tout à fait, le maillon parce que, à ce moment donné-là, on est dans les années 80, fin 80, début 90 Oui, et le monde est totalement, dispersé, c'est ces le dé questions-là ne sont pas à l'ordre du jour. c'est le début On se du pose chaos, oui. on est dans le chaos, on se pose pas du tout les questions à cet endroit et moi, les informations que j'ai à ce moment donné-là, c'est la fin des années 80, les informations qu'on me dit, c'est les informations, c'est toi qui es dépositaire de ça, qui viennent de ces cultures-là, dépositaire. Si tu ne fais pas la transmission, si tu ne reprends pas le lien avec tes ancêtres, ce lien-là va se perdre partout Absolument. Oui, tout à fait. Oui, oui. et il faut reprendre le lien avec vos ancêtres, sinon, si vous ne faites pas ce travail-là, ce qui vous est donné de faire, et ben, partout le lien sera perdu définitivement et c'est ce message-là qui résonne avec la parole de mon grand-père, le petit frère de ma grand-mère qui avant de décéder, qui est décédé, paix à son âme, mais avant de décéder, nous avait parlé une fois à moi, à ses fils et mes cousins, en nous disant, qu'il était notre responsabilité il était de notre responsabilité, que toutes les paroles que lui, comme ses anciens, nous avaient transmis, qu'il était de notre responsabilité de ne pas oublier, mais encore plus de ne pas couper le lien et de le transmettre et encore plus loin. Ils sont allés plus loin, les anciens. Ils nous ont dit il n'y avait pas de fermeture. Ils nous ont pas dit, oui, il faut que ça soit transmis uniquement entre vous, comme c'était avant le cas, et cetera. Ils nous ont dit: «Si, vous transmettez également comme la pensée aborigène, les grands-pères aborigènes l'avaient fait avant nous, mais les anciens de mon pays, en tout cas de ma communauté, de ma famille en particulier, nous ont dit: «Vous transmettez. Il y a les choses qui appartiennent à la famille, mais il faut transmettre. Maintenant, il ne faut plus rester, avec ces choses-là, il faut les transmettre» et ce sont ces paroles-là qui m'ont guidé dans cette fois un choix beaucoup plus vaste, un champ beaucoup plus vaste qui était au départ uniquement cloisonné dans mon pays, enfermé dans la barrière de corail de la Nouvelle-Calédonie. Il était demandé qu'on aille plus loin. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'héritage des anciens pour comprendre le futur? Ça va te paraître drôle, mais ce même grand-père, par exemple, Didier, euh, quand j'étais enfant, là tout à l'heure, cette tranche d'âge entre 5 ans, 6 ans, quand on est enfant, 6 ans, 7 ans, on est autour du feu avec les anciens, donc ça c'est très connu. Les anciens nous mettent autour du feu partout, même ici en Bretagne, en Suisse, les anciens font ça. Avant, on nous mettait autour du feu pour raconter les histoires. Quand c'était la pleine lune, alors on adorait parce que on savait qu'à chaque pleine lune, les anciens allaient raconter à chaque fois une version différente. Et il s'est trouvé qu'un jour, mon grand-père, qui se nomme Louis, Louis Moirogou, Louis a raconté une histoire à mon grand-père sur la Lune. Et il avait ses cousins autour de lui. Donc, quand un ancien raconte, il y a toujours quelques cousins qui sont là pour dire, voilà, approuver ou pas les dires du cousin. Et nous, les enfants, on était à l'école primaire et donc on se posait des questions. Ce sont les questions de l'école primaire. Donc, à l'école primaire, on apprend les étoiles, on apprend les mathématiques, etc. Et quand on se retrouve avec nos anciens, on leur retourne la question. On dit: «Ah, bah, à l'école, nous, on a appris ça, 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 ça» et on leur dit. Et les anciens nous disent: «Oui, tu as appris ça à l'école, mais c'est pas ce que nous, on dit. Nous, voilà ce qu'on dit».
et il y avait ce moment donné où, c'était la pleine lune et puis, on disait à notre grand-père, avec mes cousins, on disait: «Ouais, c'est, on a pris, Pierrot, Pierrot, au clair de la lune» et puis on chantait. On chantait au clair de la on chantait au clair de la lune et puis les anciens nous laissaient chanter au clair de la lune. Et puis quand on avait fini notre histoire de au clair de la lune, les anciens nous ont demandé: «Vous savez qui est Pierrot?» On a dit: «Non, on ne connaît pas, c'est qui Pierrot?» Et les anciens, ils disaient: «Bon, on va vous raconter une histoire et cette histoire, vous allez bien l'écouter parce que c'est une histoire, c'est notre histoire à nous». Et nous, on écoute, d'accord, OK. Et l'an l'an l'ancien commence à raconter l'histoire qu'on n'avait jamais entendue, bien évidemment. Et j'avais retenu ça parce que ça nous a surpris et nous, on s'est demandé si les anciens n'étaient pas en train de nous raconter nous raconter des mensonges ou quoi que ce soit parce que, heu, Comme on dirait maintenant s'ils avaient fumé la moquette? s'ils avaient de la fumée dans la moquette, exactement. Parce que, quand même, on était nous, déjà une petite génération, on regardait la télévision, il y avait les dessins animés et cetera qui passaient à la télévision dans les années, 80. Et donc, Ouais, quand les anciens parlent, nous, dans notre imaginaire, c'est le conflit avec les dessins animés. Donc la parole de l'ancien ne pèse pas lourd devant le devant le de dessin animé. On s'est dit: «Mais attends, il nous raconte la vérité ou quoi?» Et en fait, les anciens nous racontaient, le grand-père nous racontait en fait, comment eux, leurs ancêtres voyageaient. Et ça nous a surpris parce que c'est des choses qu'on voit dans des films, à la télé, tout ça et tout. Et eux, ils s'appuyaient sur ce qu'on voyait dans les films et ils disaient: «Vous voyez ce que vous avez vu dans le film hier? Ben nous, mon grand-père, il faisait ça avant». Je dis: «Comment ça, il faisait ça avant?» Ben, et puis il nous montrait la lune, il nous disait: «Regardez bien la lune, regardez bien, il y a 2 faces. Il y a la face devant là, qui est claire et l'autre face derrière qui est sombre». Et donc on regarde, les enfants, on regarde et il nous raconte. Il nous raconte pourquoi il y a la face claire et pourquoi il y a la face sombre. Donc il y a une histoire qui est racontée. Et cette histoire qui est reliée à la face claire et à la face sombre, elle est en lien sur la Terre, parce qu'ils disent que la partie de la Lune, la moitié de la Lune est sur la Terre, et qu'on la retrouve dans la cendre du feu. C'est la matière, l'élément la plus simple où on retrouve la matière une partie du feu, une partie de la Lune. Et qu'il y a des endroits dans la montagne où la Terre est de la terre de la Lune. On dit que c'est la terre de la Lune. Parce que la terre, elle est grise, c'est une terre grise, et les anciens appellent la terre de la Lune. Et de même qu'il y a des endroits où il y a des cailloux qu'ils appellent également, qui sont en lien avec la Lune. Et ils nous racontent l'histoire. On est enfant, on raconte, il dit voilà, vous voyez à la rivière, quand vous allez à la rivière, eh ben, telle chose, telle pierre, tout ça, ça c'est la Lune. Vous voyez quand il y a tel poisson, vous voyez tel oiseau, vous voyez. Et donc, on est là, on écoute l'histoire, on écoute l'histoire, on écoute l'histoire. Et à un moment donné, ils disent, et vous voyez le feu, ils font toute la démonstration de tout ce qui est en lien sur la Terre avec la Lune pour en venir à nous dire qu'ils voyageaient dans ce temps-là avant et que si on regarde bien la face cachée, eh ben, on va reconnaître les traces de pas de nos ancêtres. Et c'est la même histoire que racontent les anciens aborigènes. C'est la même histoire. Et en fait, je me suis rendu compte, ça c'est un peu plus tard, adulte, hein, quand j'ai fait mes propres recherches au niveau de l'oralité, au niveau de la parole kanak, au niveau de l'oralité de la parole du clan de mon grand-père, de ma grand-mère en particulier, que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de liens avec des histoires aborigènes. Il y avait énormément de liens, alors qu'on est en Nouvelle-Calédonie, c'est pas loin, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie n'est pas loin, mais il y avait énormément de liens comme ça avec des histoires aborigènes. Et que quand on nous racontait l'histoire de ces ancêtres voyageurs qui allaient sur la Lune, ils disaient, hein, là-haut, sur la Lune, il y a la trace de ces anciens qui allaient, et eux, ils faisaient des voyages de planète en planète. C'est-à-dire, dans le temps ancien, il y avait des anciens qui faisaient ce genre de voyage-là, qui partaient d'un endroit à un autre, et puis qui revenaient sur Terre. Revenaient sur Terre. Alors, c'était des êtres assez extraordinaires, hein, c'était des êtres incroyables, et qui faisaient ce genre de voyage. Et ça nous a fait rire, nous les cousins,
Parce qu'à cette époque-là, les plus grands, nous on avait 7 ans, 8 ans, mais ceux qui avaient 14, 13, 14, 15 ans, eux, ils lisaient Strange, ils lisaient Hulk, tout ce genre d'ouvrage. Ouais, Donc ça les faisait rire parce qu'ils disaient: «Mais non, c'est pas vrai ça, c'est parce que c'est dans le même livre et c'est comme dans le livre». Mais en même temps, c'était la parole des anciens qui racontaient, eux, leur histoire à eux, alors qu'eux n'avaient jamais lu ces Strange et tout ça. Eux, ils racontaient l'histoire de leurs anciens, comment leurs anciens voyageaient dans le temps. Et ce sont tous ces rapports-là à la mémoire, ce que tu disais, qui m'a semblé importante à retenir dans l'oralité, dans la parole des anciens. Mais également, c'est vrai qu'aujourd'hui, heu, on est dans le monde numérique, on est dans le monde virtuel et ce rapport à l'histoire que je fais là aujourd'hui avec toi dans cet échange, qui est un rapport à la mémoire, un rapport, aussi à l'imaginaire. Et la première question que tu me posais tout à l'heure, concepteur d'imaginaire, pourquoi j'avais, choisi ce terme-là pour définir mon écriture quelque part, c'est parce que je me retrouvais par moments à faire tout ce va-et-vient dans mon cerveau entre l'histoire des anciens racontée par les anciens, l'histoire qu'on pouvait lire dans les livres, qu'on avait lu les livres, de science-fiction, de fantastique et cetera. L'histoire qu'on pouvait apprendre à l'école, l'histoire qu'on avait en à transmettre, autrement, par l'écriture, et par encore la puissance de la poésie que j'écris par la poésie et et à travers tous ces dimensions-là, tous ces imaginaires, heu, m'appuyer sur la fondation transmise par les anciens. En m'appuyant sur cette fondation-là, je me dis: «En effet, il y a pas d'autre possibilité que la création. Il y a pas d'autre possibilité que, la le de tout cet imaginaire-là, d'une conception qui s qui se meut ensemble, qui s'auto-traverse et la conception d'imaginaire, j'avais nommé ça de cette façon-là, du fait que la première fois que j'avais travaillé sur ce livre, par exemple, qui est un album jeunesse, Tea Kanake, L'homme, aux 5 vies, j'avais écrit ça pour la jeunesse en 2003. Heu, j'avais 21-22 ans quand je l'ai écrit et ça a été pour moi la première traversée, le premier champ d'épreuve au niveau de l'écriture, heu, pour écrire quelque chose qui appartenait à la mémoire ancestrale, parce que c'est une histoire qui appartient le mythe de Te Kanake que j'ai écrit à l'intérieur, c'est un mythe fondateur kanak et quand on parle de mythe fondateur kanak, c'est-à-dire ça a la même valeur, le même sens, le même propos que la genèse de la Bible. La genèse de la Bible qu'on retrouve, à travers Dieu qui a créé Adam et Ève, le mythe de Te Kanake, un mythe fondateur kanak, c'est la même parole. Et c'est ce qui avait, troublé, les ethnologues, les anthropologues, les maristes, les pères maristes, les missionnaires qui étaient venus en Océanie et ceux qui avaient, entendu parler de cette histoire, ils n'en croyaient pas leurs oreilles en se disant qu'un peuple sauvage de l'Océanie avait déjà déjà la structure, de la Bible au sens traditionnel. C'était pas possible. Or, ça est-ce a existé, dans les mythes fondateurs kanaks. est-ce qu'on peut dire que tu es un alors je quel mot utiliser? Un transmetteur un créateur de racines, un transmetteur de la vie, de l'histoire, de l'essentiel, qui forme, l'humanité? Je dirais pas jusque-là. Je pense plutôt, dans la conception d'imagination que l'on vit aujourd'hui. Heu, moi, dans ma pratique, elle est beaucoup plus, je vais dire, humaine. Oui, oui, j'entends bien, Dans mais quand tu es un concepteur, tu es un créateur d'imaginaire, mais pas d'un imaginaire, j'allais dire bisounours, sous l'emprise de certaines, substances. ouais, Tu es un créateur d'un imaginaire réaliste, d'un imaginaire, réel. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Alors, c'est vrai que, quand tu utilises le terme d'imaginaire réel, heu, ça fait pour moi référence également à tous ces termes nouveaux, hein, qu'on utilise, hein, Oui, par rapport à augmentation, puissance augmentée, oui, réalité augmentée, et cetera. Heu, c'est vrai qu'au niveau de la recherche qui est aujourd'hui, dans le sens, virtuel, de réalité augmentée, la création
de nouveaux outils avec des casques pour tenter justement d'augmenter le réel, euh, parce que l'humain est composé de ça. L'être humain est composé et fait de ça. Et que la mémoire des anciens que j'ai reçue m'a fait comprendre que l'homme est habité de ça. Si eux l'ont vécu de cette façon et nous ont transmis de cette façon, c'est qu'ils l'ont vécu de cette façon-là. Et les champs magnétiques que j'ai pu traverser en étant enfant, si je mets un casque, parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris un casque d'augmentation virtuelle, et du coup, on a automatiquement voilà, une autre nouvelle dimension qui s'applique à nous, voilà, dans laquelle on doit s'affranchir ou pas. Et c'est la recherche permanente de l'individu avec ce qu'il ne comprend pas en lui, dans sa structure mentale, psychologique. On a créé la psychologie, la psychanalyse pour tenter de décortiquer le cerveau humain, pour tenter de le comprendre. Les anciens, eux, l'ont décortiqué à travers l'espace en disant il y a des espaces, il y a des espaces magnétiques dans l'espace-temps et que le cerveau humain traverse des espaces-temps magnétiques. Et à partir de l'instant où tu commences à te prendre la tête avec ça, c'est que tu es au mauvais endroit. C'est-à-dire que c'est pas de cette façon-là que tu vas évoluer, c'est en respectant les champs magnétiques que tu vas comprendre le champ magnétique dont tu es porteur. Et c'est cette façon de saisir le présent, saisir l'espace, Mmh. que tu n'as pas le temps d'être malade mental. Parce que le mental est automatiquement occupé par une connaissance, un savoir qui dépasse le mental lui-même. Et du coup, tu n'as pas le temps de t'enfermer dans le mental. Et du coup, l'esprit n'a pas le temps de se perdre avec des soucis spirituels, parce que le souci spirituel est au-delà même de la compréhension de l'être humain dans son propre. Et c'est tous ces savoirs et ces connaissances qu'on a perdus, qu'on a tenté de remplir avec la création des Elles religions, sont pas etc., comp quelque part. Quelque part, je dis ça de quelque part pour moi, je dis oui. quelque part, parce que dans ma famille, du côté de ma maman, tous sont chrétiens, par exemple. J'ai grandi dans une famille chrétienne, et du côté de mon père, papa, lui, était plutôt du côté animiste. Donc j'ai grandi des deux côtés, et très tôt, on m'a appris à aller à l'église, et cetera, à faire la prière et tout ça, et puis du côté de mon père, à suivre les traditions de mes ancêtres. Donc j'ai ces deux voilà, équations, des équations qui sont des équations spirituelles et quelque part en même temps humaines, parce que il y a des gens qui vivent encore de ça aujourd'hui. Oui, je dis tout simplement que la conception d'imagination aujourd'hui, euh, l'être humain s'est tellement complexifié qu'il a créé énormément d'outils, alors que le premier outil, les ancêtres nous ont transmis, c'est notre propre corps et notre propre cerveau. Et ce cerveau-là a toutes les capacités. On a créé l'ordinateur et tout ça exactement. Ce sont des outils pour pouvoir évoluer, développer autrement les choses, du fait de la distance. La distance. Mais dans le temps des anciens, le papillon était Twitter ou Facebook. Parce que le papillon qui était là envoyait un message à l'autre grand-mère qui était de l'autre côté de la colline. Donc, ils avaient une communication qui était autre. Donc, si aujourd'hui, on doit appliquer avec les nouvelles technologies ce qu'on a comme mémoire euh, générique, en tout cas qui vient des ancêtres, et qu'on a aujourd'hui tenté d'appliquer à travers des outils pour pouvoir faire que ce soit propre à tout le monde, et pas uniquement privilégié, mais propre à tout le monde. Donc ça, c'est la grande magie de la production, de la création et des techniques. Néanmoins, on a perdu du sens avec l'outil qu'on pratique. Oui, complètement. Il y a plus de sens. Oui, tout à fait. Et je pense que l'humanité est en quête de sens. Et on est en quête de sens. Et c'est là où je trouve que ton rôle de poète, d'écrivain, de concepteur ou de créateur d'un imaginaire réel, là je vais m'amuser avec, ces 2 mots, heu, est extrêmement important, dans la situation actuelle. J'ai essayé d'écrire sur le virtuel, par exemple. J'ai pris 10 ans. J'ai commencé en 2010 et j'ai terminé en 2020. J'ai utilisé Facebook comme outil d'expérimentation. Mmh. Alors, pendant 10 ans, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des poèmes, et j'avais besoin de comprendre comment l'humain interagit, comment la complexité humaine s'adapte ou pas à un outil, et en quoi l'outil
aussi, percutant, efficace et perfectionné qu'il est, heu, apporte dans un contexte, ou dans un espace individuel, collectif, social, national, régional, international et cetera. On peut partir toujours du plus petit vers le plus grand, comme ça a toujours été, le cas de la recherche et des sciences. Moi, ça a toujours quelque chose qui m'a toujours passionné. Je suis toujours un peu chercheur dans mon coin, je suis toujours un peu interrogatif sur les sciences, toujours, avec le doute des choses, le questionnement des choses, à partir de ce qu'on applique ou pas, à partir de ce qu'on vit ou pas et par rapport à ce que j'ai reçu, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que les anciens m'ont transmis? Est-ce que ça répond à quelque chose dans le monde dans lequel je vis? Est-ce que ça peut apporter des solutions ou pas? Donc, je questionne ces endroits et le virtuel est devenu l'endroit, le lieu où je me suis dit: «Je vais le poser la question». Je vais poser la question du rapport à l'invisible, du rapport, à la réalité augmentée, du rapport à la mémoire à la fois cellulaire, la mémoire génétique, la mémoire spirituelle. En quoi la création du virtuel vient supposer répondre à toutes les problématiques qui sont les problématiques de l'humanité, c'est-à-dire l'équilibre spirituel. Puisqu'on sait très bien que toutes les recherches scientifiques qu'on nous ont menées depuis les années 40, 30, 50, on a toujours tenté de répondre à la question du champ spirituel, comment connecter tous les êtres de la Terre à travers l'Esprit de Dieu. C'est toujours la question incroyable qui a été posée. Et puis, les chercheurs, les scientifiques ont travaillé dans leur coin, les missionnaires, les prêtres, les ils ont travaillé dans leur petit coin et puis, bah, nous les humains, on vit la vie de tous les jours et puis, on se pose des questions. Et les sciences créent des choses et tentent de répondre à la question, sacro-sainte des prêtres, des pasteurs et cetera. Donc au-dessus de nous, il y a la question, bien évidemment, qu'on connaît depuis toujours, la religion, qui pose la question, et les sciences, qui fait la recherche, pour tenter de nous apporter des solutions, nous, les petits humains qui sommes au milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le virtuel, on est arrivé à ce que les sciences ont répondu à la question spirituelle? Ah bah, En créant oui, personnellement, je pense que il nous éloigne de il c'est nous la grande éloigne, question, voilà. c'est la grande question Parce que et si je fais la synthèse de notre, discussion, on se reprendra certainement sur une deuxième capsule, mais si je fais la synthèse de notre discussion, il est clair que la démonstration que tu viens de nous faire, c'est que les humains, notamment avec la télépathie qui existait, qui existe encore chez certains, oui, sont connectés, nous sommes connectés à plus grand que nous sommes connectés avec tout ce qui vit et vibre sur cette terre et au-delà de cette terre et jusqu'à présent, on n'a pas vu d'ordinateur ou d'intelligence artificielle réussir à réaliser cette connexion. tout à fait. Parce que selon la science, le plus gros ordinateur devrait rentrer en contact avec Oui. Dieu. Mais ils sont pas sur la même fréquence, ni sur la même vibration, donc ça va poser un problème, je Ça pense. va poser un problème. Donc c'est la grande Pour question. l'instant, Donc en tous les cas. voilà. Ouais. Donc moi, dans mon petit champ poétique, j'ai questionné le virtuel à travers Facebook pour tenter de comprendre le cheminement, la complexité humaine dans ce cheminement-là sur la poésie. Eh ben, écoute, merci infiniment de ce premier épisode. On va en faire un second, très certainement parce qu'on aura sans doute beaucoup de questions. Donc j'invite tous ceux, qui vont regarder cette vidéo à nous envoyer les questions. Je mettrai l'adresse, mail de telle sorte qu'avec toutes leurs questions, on puisse réorganiser, alors peut-être des soirées en live ou, peut-être, simplement des enregistrements de ce type. Ce que j'appellerais en fait, c'est prenons en considération la culture des anciens pour, comprendre le futur et notamment ce que on a eu quand même un président de la République qui était Jacques Chirac, qui aimait les arts premiers, qui a donné toute une place justement aux cultures primitives, bien que j'aime pas tout à fait le parce que primitif parfois c'est mal, connoté, qui a donné toute une place aux cultures primitives avec toute cette richesse culturelle et spirituelle surtout, qui existe dans ces cultures. Et alors tu as des livres que tu veux nous présenter? Oui, alors juste, voilà, pour, vous présenter des ouvrages sur lesquels j'avais travaillé. Donc là, Oui? c'est un ouvrage, un livre, un recueil de poésie d'ailleurs et de photographies, Entrevoir les mots des murs, qui parle un peu de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie également. Celui-ci, c'est aussi
un livre aussi en collaboration avec une artiste. Là, c'était avec une artiste, Laurence, Vialard Tokiko. Mmh. Ici, c'est avec l'artiste, photographe en art visuel, Christelle Westphal, voilà, dans lequel aussi, j'ai travaillé sur ce livre. Elle, elle est photographe sur des coiffes végétales et également ce recueil de poésie qui est le mien, cette fois uniquement que de la poésie. Voilà, Merci infiniment Denis c'est moi qui te remercie, Didier, et puis à très, très bientôt. et à très bientôt. Merci.